Eh bien, rebonjour et bienvenue, toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité parfaite. C'est pas très difficile pour nos consciences, pour notre façon d'interpréter le monde, de concevoir une humanité qui a atteint sa plénitude, qui a atteint sa perfection, quoi, son ultime perfection. Alors je dis ultime perfection parce que l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. C'est sa curiosité, en fait. Euh, Elle est parfaite parce qu'elle ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est. Elle ne peut pas être plus développée que ce qu'elle est. Et on pourrait. C'est un petit peu comme la progression d'un être humain. Quand il est bébé, il se cogne à partout. Il est adroit pour être un bébé, mais il n'est pas, il est pas, voilà, il est parfait en tant que bébé, mais il marche pas comme un enfant. Il marche pas, etc. Il pense pas comme un enfant. Il est pas, voilà. Quand il est enfant, il est parfait en tant qu'enfant, mais il est pas, il est encore en progression. Quand il est adolescent, il est parfait en tant qu'adolescent, même s'il fait des conneries, des bêtises, etc. Tout ça, ça fait partie du programme de l'évolution. Et il est parfait en tant qu'adolescent tout en étant perfectible parce qu'il va devenir un adulte responsable. Quand il est un adulte responsable, il est parfait en tant qu'adulte responsable, mais en même temps, il n'a pas atteint la sagesse, il n'est pas dans un état de sagesse. Euh, Parce qu'il est, il est soumis à ses pulsions, à ses désirs, à ses ambitions, etc. Tout ce qui va faire qu'il va avoir un comportement qui est un comportement euh, de constructeur, mais pas de sage. Et quand il atteint l'âge de la sagesse, quand il devient vieux, il a transmis son savoir, il s'est apaisé, il a compris toute la vanité de tout ce qu'il poursuivait. Là, il atteint un degré, en principe, si l'évolution de la vie est bien respectée, il atteint la sérénité, la sagesse, etc. Voilà. Et donc l'humanité va vers sa sagesse d'une certaine façon. Alors, c'est autre chose que le principe de l'évolution de l'humanité. Très certainement qu'elle trouvera des moyens d'atteindre la sagesse sans avoir les affres de la vieillesse. Je ne sais pas comment elle se débrouillera parce que je parle d'un temps qui est devant nous, c'est-à-dire il faudra encore 3, 4, 5, 6 siècles, peut-être 10 siècles d'évolution pour atteindre cet état-là. Peut-être ça sera beaucoup plus vite parce que là on entre dans on est déjà dans une accélération des progrès qui est fulgurante. Euh, on, on va avoir accès à l'intelligence artificielle qui va se développer à une allure incroyable. Et évidemment, comme tout progrès, ben, il entraîne sa part de peur, sa part d'angoisse. Au 19e siècle, le train, ça, ça impressionnait, ça faisait peur à tout le monde. Dans quel monde on va vivre? Les premières voitures, elles circulaient dans un monde totalement inorganisé. Il n'y avait pas de panneaux de signalisation, il n'y avait pas besoin de passer de permis de conduire. Enfin, c'était un chaos indescriptible et donc ça faisait peur évidemment. Mais la société humaine progressivement a géré le truc et là, ben voilà, elle gère de plus en plus et on voit bien qu'on nous contraint pour que on ait de moins en moins d'accidents et on arrivera à un certain degré
où on n'aura plus d'accidents. Il y aura peut-être justement l'intelligence artificielle qui va prendre le relais, qui nous mettra sur des rails, il n'y aura plus de... tout sera... Voilà, on va vers le zéro accident. On le travaille déjà sur certains pans de l'humanité. L'aviation, par exemple, les chercheurs font des programmes pour amener euh, cette chose au zéro accident. On n'est pas loin de ce zéro accident. Dans les laboratoires pharmaceutiques, on développe des programmes. Normalement, ils doivent passer tout un tas d'étapes avant d'atteindre le moment où ils sont mis dans le marché. On sait qu'on peut anticiper le plus possible et on commence à anticiper tous les problèmes possibles d'un système. Et bien là, ça sera pareil pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Alors, je vais continuer ma petite lecture de Saint-Simon, qui était un saint, ce Saint-Simon, en réalité, je pense. Voilà. Il serait intéressant de revenir un petit peu vers ces penseurs là, du 19e siècle qui ont imaginé que le progrès conduisait l'humanité vers sa perfection. Malheureusement, après eux, et même déjà à leur époque, on utilisait le progrès contre l'homme, ou en ne se préoccupant pas de l'homme. Les premières usines au 19e siècle, elles se foutaient pas mal des ouvriers. Les patrons, la grande partie des patrons, bichonnaient leurs machines, mais les ouvriers, ils pouvaient vivre dans des taudis, les laisser à l'abandon, etc. Enfin, on sait comment étaient traités les ouvriers au 19e siècle. Voilà, alors ça correspondait à l'ambiance du moment. Évidemment, les choses évoluent progressivement et aujourd'hui, le marché, le libéralisme, le néolibéralisme traite les ouvriers d'une manière totalement indécente. Encore, sauf que c'est bien mieux qu'au 19e siècle, mais dans 100 ans, quand les hommes travailleront peut-être 3 heures par jour, 2-3 heures par jour, le travail sera partagé, les conditions de travail seront absolument, auront atteint un degré bien supérieur à celui qu'on a aujourd'hui, etc., etc. L'homme sera respecté partout sur la planète. Et on considérera le moment que nous vivons, où les gens travaillent comme des esclaves. Voilà, c'est simplement, ils ne voient pas le sens de la vie. Mais ça va avec aussi le fait qu'on n'a pas encore compris le sens de la vie. Alors, comme on ne comprend pas ce que nous faisons sur cette planète, et c'est tout le travail de la mécanique universelle d'essayer d'éclairer cela, qu'il y a un sens et que le sens c'est de construire cette perfection. Tant qu'on n'a pas compris que nous sommes inclus dans cette mécanique vers la perfection, eh bien il faut qu'on occupe l'homme. Donc c'est clair que partout sur cette planète, les hommes travaillent du matin au soir, épuisent leur énergie parce qu'on ne sait pas comment. C'est la seule façon de pouvoir rendre un homme à peu près heureux, c'est d'épuiser son travail. On voit bien que les gens qui ne travaillent pas, les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un travail, à qui la société n'offre pas de travail, ils sont pas heureux d'être inactifs.
parce qu'il faut dépenser cette énergie. Alors, cette énergie, elle sera là encore dans 300-400 ans, mais elle sera utilisée complètement d'une autre manière. Voilà. On marchera peut-être, on ira à la rencontre les uns des autres. Je ne sais pas comment la société humaine aura géré cette chose-là, parce que pas plus que les hommes, les humains de 1600 pouvaient imaginer qu'un jour on prendrait l'avion, qu'on prendrait le TGV, qu'on aurait la télévision, qu'on aurait des téléphones portables, etc., et qu'on aurait Wikipédia. C'était inimaginable pour eux. Nous ne pouvons pas non plus imaginer ce que sera l'humanité dans quelques siècles, dans ces siècles-là. Alors je reprends la lecture. Qu'on remarque bien aussi le rôle misérable que les disciples de Saint-Simon persistent à faire jouer aux professeurs, aux savants et aux artistes les plus distingués de la première décade du XIXe siècle. Parce que Saint-Simon, autour de lui, avait rassemblé et y a laissé toute sa fortune, son énergie, enfin, voilà. Il avait rassemblé tout un tas de chercheurs pour essayer de démontrer que le progrès entraînait l'humanité vers des temps incroyables, quoi. Et il voulait rassembler toutes les connaissances du monde. Il était, il était dans sa, voilà, il était dans sa mécanique d'explication. Il voulait expliquer le monde, en fait. Il voulait comprendre et expliquer le monde. Vil parasite de ce ci-devant grand seigneur, il mange ses dîners, boivent son bon vin et puise à leur gré dans sa bourse, tant qu'il a les moyens de tenir table ouverte, afin de les faire poser devant lui pour ses expérimentations et ses études. Mais dès qu'il n'a plus le sou, il lui tourne le dos, le calomnie et l'abreuve de 1000 déboires. Voilà comment étaient certains de ses amis, mais pas tous, parce que le saint-simonisme a perduré et perdure jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis pas intéressé, mais je sais que il existe encore, il est là, il est présent. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment de près, qui sont des adeptes de Saint-Simon et de sa théorie. Et c'est important ça sera important, je pense, de les mettre en lumière. Dans tout cela, il n'y a rien de bien neuf. Assurément, c'est le dénouement ordinaire de toutes les histoires de prodigues. Ben oui, c'est ça. Les prodigues, ils donnent sans... Voilà, c'est comme la rousse semée à tout vent, donnée sans compter. Voilà, on est là. L'invention consiste à y faire figurer, sans les désigner nominativement, il est vrai, tous les hommes dont la France s'honorait alors et qu'on nous montre comme faisant preuve d'autant de bassesse, d'esprit et d'ingratitude que d'intelligence et d'étroitesse de vue, puisque pas un seul d'entre eux n'a voulu voir un homme sérieux dans son mécène. Ils n'ont pas vu dans ces personnes qui critiquaient Saint-Simon, ils n'ont pas voulu voir un homme sérieux dans ce qu'il était. Leur véritable crime à tous ne serait-ce pas plutôt de n'avoir jamais compris ni cherché à comprendre le bavardage économico-politico-mystique qu'on trouve dans les divers écrits de Saint-Simon, assemblage incohérent de déclamations, de divagations, de lieux communs, scientifiques et philosophiques, qui ne pouvaient évidemment sortir que d'une cervelle détraquée, point d'interrogation. Voilà comment était perçu Saint-Simon à ce moment-là. Dès 1802, et à la fin des temps, on dira, ben oui, voilà, c'était l'avant-garde, c'était les éclaireurs, c'était les grands imaginatifs, ils avaient raison, voilà. Ils ont été méprisés, ils ont été... Et c'est bien souvent comme ça dans l'évolution de l'humanité. Mais tant pis, c'est comme ça que ça se fait. Il n'y a pas de problème, il faut juste accepter les modalités. Dès 1802, Saint-Simon avait publié à Genève des lettres d'un habitant de Genève assez contemporain, contenant une espèce de rêve extatique. Voilà que le mot extase est prononcé. Et extase, c'est
ce vers quoi nous allons. L'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Voilà ma théorie, exactement. Et j'explique pourquoi on va vers l'extase. L'extase, le nirvana, la béatitude, l'éveil, peu importe comment on appelle cela. Où il déclare par la voix de Dieu et de ce ton fatidique qu'il garde désormais dans tous ses ouvrages, que Rome renoncera à la prétention d'être le chef-lieu de l'Église, que le pape, les cardinaux, les évêques et les prêtres cesseront de parler au nom du Très-Haut, que l'homme rougira de l'impiété qu'il commet en chargeant de tels imprévoyants de représenter Dieu, et où il expose l'organisation d'une religion nouvelle dans laquelle les femmes seront admises au conseil et pourront être nommées. Eh bien, rien que ça, il avait raison, puisque nous en sommes là. Les femmes sont au conseil et peuvent être nommées dans les églises, dans les... Voilà, il y a des femmes rabbins, il y a des femmes imams, il y a des femmes, etc. Et on va vers ça. Et en tout cas, c'est clair que la religion, les religions, ce ne sont qu'un aide à l'évolution de l'humanité. Elles sont destinées à fusionner dans une seule grande spiritualité, dans un seul... d'être des aides à la spiritualité, mais elles sont qu'un moment de l'évolution de l'humanité, les religions. Donc c'est pas elles qui sont qui sont le fond de l'humanité. Le fond de l'humanité, c'est l'humanité, c'est l'ensemble humain. Les religions, elles sont destinées à disparaître comme les nations pour entrer dans l'universalité. Mais ça sera spirituel, donc on aura besoin de tout l'apport de toutes les religions. Chaque religion apporte quelque chose de fondamental à l'humanité, a apporté quelque chose de fondamental à l'humanité. Et elles continueront encore à apporter, mais elles doivent s'adoucir, elles doivent rentrer dans l'idée de cette évolution vers l'universel. Et l'idée de l'universel, qu'elles portent tout en germe. Toutes les religions sont universelles fondamentalement parlant. Donc c'est parce que les hommes qui appliquent ces religions, et il a raison de s'attaquer à Rome, etc., à l'époque, mais on peut le dire de s'attaquer à toutes les grandes, à toutes les grandes, à tous ces dogmes et à toutes les églises, en somme, à toutes les théocraties. Le système théocratique, il avait raison, Saint-Simon, de s'attaquer à cela et de dire, voilà, mais parce que leur but, leur finalité, c'est d'arriver à l'égalité. C'est pas, il n'y a aucune raison qu'un évêque soit